YouTube. Recording in progress. Donc, c'est parti. Merci beaucoup. Je vais faire une toute petite introduction, simplement pour vous dire que à l'occasion d'accompagnement qu'on peut mener à la DEFPAT, d'animation, de programmes de copé, de travaux de veille, on explore, on expérimente un certain nombre de sujets qui sont liés aux dynamiques territoriales en milieu rural, aux manières innovantes ou pas de proposer des accompagnements de porteurs de projets, à quelques petits éléments qui peuvent permettre de faciliter des formations, des accompagnements, et notamment ce qui se passe dans notre cerveau. Donc, on a exploré des sujets et on propose régulièrement des webiscopes. Ça dure en général 1 heure. Là, j'ai réussi à gratter une demi-heure de plus parce que le sujet est, je trouve, particulièrement intéressant. Et puis, Axel avait besoin d'un peu de temps pour vous dire ce qu'elle avait à vous dire. Donc, voilà, on essaye d'explorer un sujet, de le mettre un peu en lumière. Donc, on parle en fait, pour nous, à travers ces webiscopes, de culture commune, d'acculturation, de diffusion de connaissances sur des sujets qui intéressent et qui interrogent la ruralité. On a fait 8 webiscopes en 2024, on en a 8 qui sont prévus sur 2025, je crois même que c'est 9 parce qu'on en a rajouté un. Simplement pour information, les prochains webiscopes, on en a un le 25 septembre. Alors on fait des webiscopes les jeudis à 11 heures. Au moins c'est simple. Donc le prochain c'est le 25 septembre à 11 heures sur les questions de RSE, RTE, RSO, donc responsabilité des entreprises et des organisations, qu'elles soient sociétales ou territoriales. On en fait un sur les fondations territoriales le 17 septembre. Attends, je l'ai mis dans le mauvais sens. Les fondations territoriales le 17 septembre, les fondamentaux d'une politique d'accueil le 16 octobre et une notion qu'on commence à regarder de près qui nous intéresse, la robustesse, et ça sera le 4 décembre à 11 heures. Sur cette petite introduction, je vais passer très rapidement la parole à Axel, donc qui se présentera, j'imagine. Sachez qu'elle est neuropraticienne en approche neurocognitive et comportementale. Elle a aussi, et on ne dirait pas comme ça quand on l'écoute, elle a aussi été DRH pendant un peu plus de 10 ans. Et c'est surtout une intervenante hors pair pour l'avoir subi en formation sur ce sujet pendant 2 jours. Ben, je crois que ceux qui étaient autour de la table, on avait envie de rester le jour suivant, qui était un samedi. Alors, on ne l'a pas fait, mais vraiment, c'est voilà. Bon, ça met un deuxième petit coup de pression à Axel, mais elle s'en fiche, elle ne connaît pas la pression. Quelques petites consignes donc, que j'ai mises dans le chat. S'il vous plaît, on se renomme. Voilà, prénom, fonction, structure. Quand vous ne parlez pas, vous coupez votre micro et vous l'ouvrez quand vous prenez la parole. On a prévu formellement un temps d'échange en fin de webiscope, mais l'idée, c'est quand même qu'on soit interactif. Donc, si vous voulez intervenir pendant le webiscope, il n'y a aucun problème. Je pense même que ça sera beaucoup plus sympa. Et puis Axel, en plus, elle aime bien comme ça être bousculée. Ça lui permet de sortir de l'autoroute et d'aller prendre des petits chemins assez sympas de temps en temps. Donc, juste, je vous demande avec l'outil qui va bien de lever la main pour prendre la parole. Et n'hésitez pas, on va plutôt le rendre interactif. Et si ça devient un peu gérable, ben, je ferai la police, même si j'aime pas ça. Voilà, sur cette petite introduction rapide, je m'arrête, je coupe mon micro et je fais une passe vissée à Axel en espérant que Toulouse soit championne de France samedi. Bon webiscope à tous. Me revoilà, c'est moi qui avais coupé. Vous avez perdu. Axel, on t'entend. Hein. Ah, c'est bon. Excusez-moi, c'est ma connexion a lâché. J'espère que ça ne va pas refaire. Mais donc, je vais vous partager le support. Alors, attendez. Je recommence parce qu'il y a le son. Partager l'audio. Et plein écran. C'est bon pour vous? Hop. Alors, pour démarrer ce webiscope, comme vous l'appelez, je vais vous demander quelle est votre humeur de chien du jour et qui en vie se lance. Alors, moi j'y vais du coup. Hein. Moi, je suis Charlie. Ouais. Je suis Un Charlie petit parce mot que je suis pour. hyper Ouais, content ouais. là. Hyper Ça content marche, et toujours merci. curieux. Moi, j'enchaîne, du coup, je suis Lola parce que elle m'a sauté aux yeux d'entrée.
Pareil, un petit air de curiosité, voilà, bien placé. Merci, merci Carole. Lénie. Moi, Un je petit mot, choisirais Lola. un petit mot pour Lola et Lénie? Juste pourquoi? Euh, pour moi, Lénie, parce qu'elle est ouverte, curieuse et joyeuse. Ça marche, merci. Et moi, Lola, parce que voilà, elle est en attente là. Elle attend de voir ce qui va se passer, j'ai l'impression. Ah, bon, c'est pour le teaser, ça. Merci. Pour moi, ça serait Cooper parce que, il me fait rire et je le trouve voilà, dubitatif et ça me va bien. Merci Jean-Michel. D'accord. Et pour moi, ça serait Lénie aussi, parce que je trouve qu'elle a l'air toute joyeuse et curieuse. C'est rigolo, c'est que vous avez tous pensé que Lénie, c'était une femelle, ouais. Ah, On n'en sait rien. Et Lenny aussi pour moi, pour le côté heureux, maintenant. Alors Lénie également, parce qu'elle a l'air assez ouverte à l'échange. Merci. Donc, une grosse bande de Lénie. Tout le monde a donné son humeur de chien du jour? ah, Non, 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 Non. Ah, vas-y, Caroline. moi, c'est Pipo, parce que sa tête me fait rire et tire la langue parce qu'il a un. Et puis il se dit, ouais, j'ai encore des trucs à. J'ai déjà absorbé pas mal de choses, mais en fait, il y en a pas mal qui sont enregistrés. Donc, j'ai un œil à moitié fermé, mais il faut vraiment que je garde l'autre ouvert. Enfin, une oreille et un bout de cerveau dispo pour surtout être attentive à tout ce que je vais pouvoir réutiliser, réemployer, reparcourir. merci. Et moi, ça sera Bao Bao, parce que je suis tout ouïe, j'ai mes yeux grands ouverts. Je suis là. Merci Mathilde. Et moi, pareil, Bao Bao, parce qu'il est rigolo et il est curieux. Merci Sandrine. C'est tout bon? Allez, c'est parti. Hop. Donc, je me présente rapidement, il l'a déjà fait, Pancho. Donc, je m'appelle Axel, je suis facilitatrice en agilité. J'accompagne les entreprises qui veulent s'adapter quoi qu'il arrive. Parce que, comme disent les Québécois, quand tu vois la lumière au bout du tunnel, assure-toi bien que ce ne soit pas le train d'en face qui arrive. Et donc, j'ai 2 certifications, on l'a dit, donc l'approche neurocognitive et comportementale, qui est le point de jonction entre les neurosciences, la psychologie cognitive et les sciences du comportement. Et je suis aussi donc experte la fabrique à neurones. La fabrique à neurones, ce sont des neuroscientifiques à Chambéry. Et en fait, on a un deal avec elles parce que du coup, elles me donnent les sources, hein, elles sont très rigueur scientifique. Et moi, j'adapte ça à la vie des organisations et des entreprises. Les neuroscientifiques, c'est pas un métier, un domaine qu'ils connaissent. Donc, on a ce deal-là. L'objectif, donc, la matinée, ça est orienté autour de mieux gérer un groupe. Et donc, on va voir 2 choses dans la dynamique de groupe. On va voir les biais cognitifs qui sont en jeu dans une dynamique de groupe et on va voir le positionnement grégaire. C'est un petit peu, c'est quand on est en troupeau, comment on peut avoir tendance à se comporter. La première partie, donc, on va être sur les biais cognitifs. Elle est basée sur les travaux de Daniel Kahneman, qui est prix Nobel d'économie comportementale. Et moi, j'ai une tendance à croire ce que disent les prix Nobel. L'économie comportementale, c'est la prise de décision. Donc ça, c'est vraiment la Bible sur le sujet. Alors, il faut bien penser que la neuroscience, c'est quelque chose qui bouge tout le temps. Et comme en science, hein, tant qu'on n'a pas prouvé le contraire, c'est vrai. Aujourd'hui, sur les biais cognitifs, il y a vraiment un gros consensus. Hein. Lui, il est prix Nobel en 2002. Il y a vraiment un gros consensus sur le sujet et personne ne remet en cause ces travaux-là. Mais peut-être que dans 4 ou 5 ans, on dira d'autres choses. Alors, à votre avis, quelle différence y a-t-il entre l'homme de Cro-Magnon et vous? Oui, donc c'est interactif, on est d'accord. Oui, oui, oui. Pardon. Il n'y a pas d'enjeu, hein, n'hésitez pas. Hein. Une partie de nos gènes. Ouais. Alors, il faut bien penser que Homo sapiens, donc nous, hein, 300 000 ans avant Jésus-Christ, oui, et Cro-Magnon, 150 000 ans. Donc, on est vraiment dans la même catégorie. Hein. Donc, en termes de gènes, on est les mêmes, ouais. Il n'y a pas de différence. Mais on va parler de cerveau. Quelle différence y a-t-il, à votre avis, entre le cerveau de l'homme de Cro-Magnon et le vôtre? Moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. En fait, il n'y en a aucune. On a exactement le même cerveau que Cro-Magnon. Alors, bien sûr, on a exactement le même en termes de taille et de forme. Le contenu, on ne l'a pas.
puisqu'on n'en a pas gardé, hein, mais on pense quand même que vu qu'il a la même taille et la même forme, il doit fonctionner à peu près pareil. Et pour l'homme de Cro-Magnon, l'objectif et pour nous aussi, du coup, un objectif essentiel du fonctionnement du cerveau, c'est assurer notre survie individuelle. Dans l'objectif final, en fait, de pérenniser l'espèce. Pérenniser l'espèce va être vraiment au-dessus de tout, hein, comme tous les animaux. Hein, il faut vraiment penser qu'on ne reste que des animaux. Hein, mais pour assurer la pérennité de l'espèce, ben, en premier, il va assurer notre survie. Il faut bien penser que notre cerveau, c'est à peu près 2% de notre masse corporelle, c'est 20% de notre consommation d'énergie. Donc, il va faire super attention à où est-ce qu'on met les efforts et un petit peu, j'ai envie de dire, à l'insu de votre plein gré. Daniel Kahneman, là-dessus, il a posé comme modèle qu'on avait deux systèmes de pensée. On n'est pas dans des parties du cerveau. Hein. Le cerveau, c'est vraiment un réseau de neurones connectés et tout se connecte en même temps. Hein. Mais quelque part, on pourrait dire qu'on a deux systèmes de pensée, deux systèmes de prise de décision. Un système 1 qui va être rapide, efficace, orienté résultat. C'est un peu notre disque dur, tout ce qu'on a appris, tous nos automatismes. C'est-à-dire, j'arrive au feu rouge, c'est rouge, je m'arrête, c'est vert, je repars. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Quand vous marchez, vous ne savez pas ce que vous faites. En fait, aujourd'hui, on sait plus, on est toujours en déséquilibre, mais on ne sait plus comment on avance. Donc, rapide, orienté résultat, aucun effort, hein, donc aucune consommation d'énergie. Hein. Voilà, nos automatismes, nos habitudes, tout ce qu'on fait naturellement. Hein, quand vous écrivez, vous ne savez plus ce que vous faites, hein, vous écrivez en fait. C'est à peu près 90-95% de notre journée, hein, dans tout ce qu'on fait. Et heureusement, hein, parce que du coup, comme ils ne consomment pas d'énergie, ça va bien. Et à côté, on aurait un système 2, alors qui quand même en termes de cerveau serait plutôt sur l'avant du crâne, sur le préfrontal, qui lui nous permet de réfléchir, de prendre du recul, d'être logique, rationnel. Notre rationalité, elle est là en fait. Hein, donc, il faut bien penser qu'entre les deux, hein, c'est plutôt 90-95% de notre journée en système 1 et 5-10% en système 2. Hein, on est loin d'être rationnel en fait. Ce système 2, il a deux gros défauts. C'est pour ça qu'on ne peut pas être toute la journée en système 2, c'est qu'il est plus lent et très consommateur d'énergie. On ne pourrait pas être en système 2 toute la journée. Alors, comment ça marche? Ben, par exemple, j'ai dit tout à l'heure, quand vous avez appris à marcher, vous avez appris à marcher en système 2. Ça a été long, compliqué, vous êtes tombé à peu près 1000 fois. Hein, et aujourd'hui, c'est devenu tellement un automatisme qu'au bout d'un moment, ben, ça passe en système 1 et ça devient automatique, ce qu'on appelle des autoroutes neuronales. Vous avez sûrement souffert pendant plusieurs années à l'école pour apprendre à lire, hein, même si on ne s'en souvient pas forcément. Et aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de lire, en fait. C'est pareil pour votre voiture. Hein. Au début, on se posait la question, quand on rentre dans la voiture, le rétro, le point mort, la ceinture. Et aujourd'hui, ça va tout seul, on ne se pose même plus de questions. Donc, deux systèmes de pensée qui communiquent, hein, bien sûr, hein, un système 1, un système 2. Comment fonctionne le système 1? Puisque c'est ça qui va nous intéresser. Donc, un petit exercice, par exemple. Hein, si je vous dis la balle et la batte de baseball coûtent 110 €, la batte coûte 100 € de plus que la balle, à votre avis, combien coûte la balle? Qu'est-ce qui vous vient en premier au cerveau? 10. Bien, 10. Tout le monde est OK sur 10? Voilà. Donc, vous avez pris deux informations, hein, vous avez pris 110 et 100 et vous avez fait une soustraction très simple, hein, votre cerveau économise d'énergie. Hein. Mais en fait, si on regarde le calcul exact, hein, si je dis que la batte et la balle coûtent 110 € et que la batte, c'est égal à la balle plus 100 €, et bien après, si je fais la petite truc mathématique, en fait, la balle coûte 5. Parce que si je reviens avant, hein, précédent, pardon, précédent, si vous revenez le truc, si la batte coûte 100 € de plus que la balle, et bien si c'était 10, ça ferait 120 en fait. Donc je reviens là. Je ne sais pas si je suis claire. En fait, l'idée, c'est que mon cerveau, ben, en fait, à chaque moment, il va être en économie d'énergie, donc il ne veut pas faire d'effort. Hein, et il prend une ou deux informations et bim, il pose un résultat. Alors, dans la majorité du temps, ça marche très très bien. Mais de temps en temps, ça va nous poser des soucis. Donc, un système 1, par exemple, donc pour prendre des décisions sans effort, par exemple, quand je vous dis 2 plus 2, vous avez tous vu 4, vous n'avez pas compté, hein. Vous avez peut-être eu du mal à l'apprendre enfant, mais maintenant, ça sort tout seul. Alors que si je vous dis 25 fois 37, est-ce que vous sentez le « j'ai pas envie »
Vous êtes capable de le faire, hein, il suffit, vous avez un stylo, vous avez un téléphone, une calculatrice, on est capable même de tête, certains sont capables de le faire. Mais vous voyez ce premier réflexe qu'on a, le premier réflexe du cerveau, la première info qu'il vous envoie, c'est j'ai pas envie. Donc c'est ça la différence. Être en système 2, comme on le voit, on fait un effort. En fait. Donc il est hyper puissant, mais il se fatigue vite. Donc voilà. Et les deux, en fait, vont être sujets aux biais cognitifs. Alors les biais cognitifs, qu'est-ce que c'est? Les biais cognitifs, justement, ce sont des raccourcis mentaux que notre cerveau a mis en place avec les lois de l'évolution pour répondre à 4 objectifs principaux. 1, réagir vite, et notamment face au danger. Ça veut dire que si vous sortez là et que vous traversez la rue et qu'une voiture arrive à fond, vous allez courir, mais vous allez vous rendre compte que vous avez couru une fois que vous avez couru, en fait. Notre cerveau, il va assurer notre survie, et heureusement, il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est danger, je cours. Il a besoin de traiter un trop-plein d'informations, parce qu'aujourd'hui, en plus, on est saturé d'informations, que ce soit professionnelles ou personnelles. Du coup, savoir quoi mémoriser. Et enfin, donner du sens à une situation, c'est hyper important parce que notre cerveau, il assure notre survie. Il assure bien sûr notre survie physique, dans le genre, il y a la voiture, je cours, mais il va assurer en même temps notre survie psychologique. Et on a besoin, pour être bien, de maîtriser notre environnement et que ce qui se passe autour de nous ait du sens. Et le problème qui va se passer, c'est que s'il n'y a pas de sens, on va avoir tendance à l'inventer, en fait. Donc, il faut vraiment voir ça comme des circuits, des raccourcis mentaux pour aller vite et qui, dans 95% des cas, fonctionnent très, très bien. L'idée aujourd'hui, c'est d'aller zoomer juste sur les quelques biais qui sont en jeu quand on est en groupe. Parce que des biais, il y en a 200. On ne va pas rentrer dans le détail de tous, mais on va les zoomer sur ceux qui peuvent poser problème quand je suis en groupe. Alors, notre cerveau, c'est quand même, et notamment notre système 2, c'est quand même notre principal avantage concurrentiel pour nous, êtres humains, pour être toujours là aujourd'hui, parce qu'en termes d'animal, on n'a pas grand-chose. On ne court pas vite, on ne saute pas haut, on n'a pas de griffes, on n'a pas de dents. Mais on a un système 2, c'est-à-dire qu'une capacité de raisonnement, de créativité, d'adaptation exceptionnelle qui fait qu'on est toujours là aujourd'hui. Mais on a un deuxième avantage concurrentiel, c'est notre capacité à nous organiser en groupe. Parce que si je me remets du temps de l'homme des cavernes, si je mets un mammouth, un homme des cavernes, on ne sait pas trop qui gagne. Si je mets un mammouth, 10 hommes des cavernes, c'est forcément les 10 hommes des cavernes qui vont gagner parce qu'ils savent s'organiser en groupe pour chasser le mammouth. Et si j'ai 10 mammouths, 10 hommes des cavernes, c'est toujours les 10 hommes des cavernes qui gagnent. Donc dans nos gènes, quelque part, être exclu du groupe, c'est la mort. Ça va être hyper important pour nous et on le voit bien qu'on est quand même des êtres sociaux, que quand on est isolé, ça pose un problème. D'être tout seul, on n'aime pas bien ça. Donc vraiment, dans notre cerveau, être exclu du groupe, c'est la mort. Et donc, quand j'appartiens à un groupe, en fait, j'ai un truc dans mon cerveau qui s'allume, ce qu'on appelle le système de la récompense, le circuit de la récompense, pardon, qui est un circuit qui me permet qui gère le plaisir des plaisirs. C'est-à-dire que si je mange du chocolat, ça me fait du bien, et donc ça active le circuit de la récompense et ça me donne envie de recommencer. Donc ça permet d'assurer nos besoins de tous les jours, manger, dormir, boire, se reproduire. Tous ces trucs primaires nous balancent le circuit de la récompense qui s'allume, et le circuit de la récompense, il balance de la dopamine, et la dopamine, c'est un peu une hormone qui aime bien, qui est souvent liée au plaisir. Il n'y a pas qu'elle, mais c'est la principale. Donc, dans notre cerveau, appartenir à un groupe allume le circuit de la récompense de la même manière que manger du chocolat. On adore ça. En termes de biais, qu'est-ce qu'on va avoir? On a le premier biais qu'on appelle le biais de l'endogroupe. Alors, vous avez vos micros éteints, mais si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, on n'est pas très nombreux. Le biais de l'endogroupe, donc, il tend à favoriser les membres de son groupe, en général ceux qui nous ressemblent, et on va leur accorder, du coup, naturellement, plus de confiance, de soutien et de ressources. On va percevoir les membres de notre groupe de manière plus positive, on va leur attribuer des qualités supérieures aux autres et on va leur accorder des avantages, même si, objectivement, il n'y a pas de justification à ça. C'est toujours nous ensemble, en fait. Pour diminuer ce biais, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre des objectifs communs entre plusieurs groupes, ce qui va mettre des situations pour que les membres des différents groupes collaborent, du coup, et apprennent à se connaître. Bien sûr, mélanger les groupes si on peut le faire. Et puis, moi, j'aime bien utiliser avocat-procureur, c'est-à-dire inverser.
Hein, quand il y a deux groupes, on va dire, entre guillemets, dans une réunion qui s'affrontent, il y en a un qui a l'idée 1 et l'autre qui a l'idée 2. Alors, naturellement, on vient pour imposer son point de vue, donc on vend son idée. Et la proposition, c'est d'inverser. C'est-à-dire que le groupe 2, du coup, va vendre l'idée du 1 et le groupe 1 va vendre l'idée du 2. Soit en termes d'avocat, soit en termes de procureur. N'hésitez pas à m'arrêter si je ne suis pas claire. Ce biais de l'endogroupe, il va même être accentué par ce qu'on appelle le paradigme des groupes minimaux. Ça veut dire qu'à partir du moment où je suis en groupe, je vais favoriser les membres de mon groupe, quel que soit le groupe en fait. Et c'est typiquement ce qu'on faisait dans la cour de récréation. Alors pour les plus anciens, je ne sais pas si les jeunes ils font toujours ça, mais nous, on choisissait des équipes en faisant chou-fleur. Vous tenez, on avançait les pieds comme ça et on faisait chou-fleur. Voilà. Et on constituait des groupes. À partir du moment, des groupes quelque part aléatoires, mais à partir du moment où je suis dans le groupe, c'est directement nous contre eux. Et même si j'étais le dernier à être choisi, c'est-à-dire qu'a priori, ils ne voulaient pas de moi, et bien à partir du moment où je suis dans le groupe, je suis avec eux, contre les autres. Et si demain, on change les groupes, ça recommence. C'est toujours nous contre eux, en fait. Donc, on va catégoriser arbitrairement, alors qu'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de relation antérieure entre les groupes. Ça se trouve, les gens ne se connaissaient même pas. Mais à partir du moment où je suis en groupe, eh bien, je vais favoriser le biais d'endogroupe pendant le temps où je suis dans ce groupe-là. Alors, le biais le plus fort dans ce qu'on appelle dans la dynamique de groupe, c'est le biais de conformisme. Donc, je vais vous montrer l'étude qui en parle. Went along with the group on 37% of the critical trials. But he found Alors, through attendez, interview. ça n'a pas commencé du début. Voilà. Experiment is not a public opinion poll. It examines behavior under the pressure of social forces, as the experiment of Solomon Asch reveals. The experiment you'll be taking part in today involves the perception of lengths of lines. As you can see here, I have a number of cards, and on each card there are several lines. Your task is a very simple one. You're to look at the line on the left and determine which of the three lines on the right is equal to it in length. All right, we'll proceed in this order. You'll give your answer. Only one of the people in the group is a real subject, the fifth person with the white T-shirt. The others are confederates of the experimenter and have been told to give wrong answers on some of the trials. The experiment begins uneventfully as subjects give their judgments. 2, 2, 2, 2, 2, 3, C'est facile, hein? 3, 3, 3. But on the third trial, something happens. 2, 2, 2, 2, 2. Petite The hésitation. subject denies the evidence of his own eyes and yields to group influence. Dans ce test-là, en fait, 37% des gens ont répondu faux alors qu'ils savaient que c'était vrai. Alors, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tout le temps non plus, mais 37%, c'est déjà important. Et si quelqu'un d'autre dans le groupe disait aussi faux, pardon, excusez-moi, et ils l'ont fait 16 fois. Sur les 16 fois, il y a 12 fois où c'est faux, et 75% des cobayes ont dit au moins une fois faux, en fait. C'est juste énorme. Je préfère avoir tort avec les autres que raison tout seul, en fait. J'ai tellement peur d'être exclu du groupe que je vais avoir tendance à ne pas donner mon point de vue. C'est combien de fois en réunion vous avez dit, vous saviez que vous aviez raison et vous ne l'avez pas dit. En réunion de famille, c'est la même chose. Alors, ce n'est pas tout le temps, mais ça arrive. Il y a des moments où, dans notre cerveau, on ne veut pas être exclu du groupe. Alors, on va le voir d'une autre façon, et n'hésitez pas à regarder le non-verbal des cobayes. The gentleman in the elevator now is a candid star. These folks who are entering, the man with the white shirt, the lady with the trench coat, and subsequently one other member of our staff, will face the rear. And you'll see how this man in the trench coat tries to maintain his individuality, but little by little, he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. Now we'll try it once again.
Here's the candid subject. Here comes the candid camera staff, 3 of them at least. And this man has apparently been in groups before. Now, here's a fella with his hat on in the elevator. First he makes a full turn to the rear and Charlie closes the door. A moment later, we'll open the door, everybody's changed positions. Now we'll see if we can use group pressure for some good. Now, in a moment, on Charlie's signal, everybody turns forward. Notice they take off their hats. And now, do you think we could reverse the procedure? Watch. Nous préférons avoir tort avec les autres que raison tout seul. Et il y a toujours un moment où on l'a fait dans notre vie. Si je vous demandais votre avis dans une réunion, si je fais un tour de table, à partir du moment où les premiers ont parlé, le dernier, il est en train de se dire « Ah mince, je n'avais pas vu ça de cette façon-là ». Mais en fait, on ne sait même pas si le premier dit un truc intelligent ou pas. Et si les premiers qui parlent ont du charisme, de l'aplomb, de la position hiérarchique, c'est mort. Les derniers, je n'aurai jamais leur avis. Donc, je préfère avoir tort avec les autres que raison tout seul. C'est typiquement, est-ce que vous rentrez dans un restaurant vide? Rarement. TripAdvisor marche là-dessus, en fait. Tout ce qui est commentaires sur les applis marche là-dessus. Et si vous rentrez dans un restaurant vide que vous ne connaissez pas, bien sûr, que vous ne connaissez pas, où est-ce que vous place le serveur en général? Vers la fenêtre, pour être vu de l'extérieur. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on fait. Alors, pourquoi ça marche comme ça? Alors, bien sûr, je vous l'ai dit, être exclu du groupe, c'est la mort. Mais dans mon cerveau, si je me casse la main, j'ai une zone de mon cerveau qui va s'allumer, c'est la douleur physique. 2 grammes de paracétamol pendant 3 semaines et tout va mieux. Et si j'ai la sensation d'être exclu du groupe, j'ai une zone dans mon cerveau qui s'allume et c'est exactement la même. Être exclu du groupe ou avoir la sensation d'être exclu du groupe me fait aussi mal que de me casser la main. Donc 2 grammes de paracétamol pendant 3 semaines, ça marche aussi. C'est typiquement, mes collègues de travail vont manger à midi sans venir me chercher, ça m'énerve, même si je ne les aime pas. Mais ça m'énerve quand même, en fait. Ça, c'est vraiment un biais très, très fort. Comment, quand on est en réunion, on peut le squeezer? Il va falloir mettre en place des tactiques pour avoir l'avis des gens sans l'influence des autres. Donc, leur demander de réfléchir avant, ce que moi j'appelle le TRIP, le temps de réflexion individuelle préalable. C'est très bien, voire de leur demander de réfléchir avant la réunion si c'est possible. Et sinon, on fait ce temps de réflexion individuelle préalable et on met la réponse sur un post-it. Et en fait, on va retourner tous les post-it en même temps. Toutes ces techniques, il y a le delegation poker, par exemple, qui marche comme ça aussi. Toutes ces techniques où, en fait, je donne un temps aux gens pour qu'ils donnent leur avis tout seuls. Et ensuite, on regarde. Minimiser les groupes, plus le groupe est petit et moins il y a le biais de conformisme. Donc, n'hésitez pas, si vous pouvez, à faire des sous-groupes, ça marche bien. La diversité, bien sûr. Et du coup, récompenser ceux qui vont avoir des opinions divergentes. Moi, j'aime bien aussi utiliser les 3 phrases magiques, justement, à ne pas utiliser en réunion. C'est-à-dire que la majorité a raison, non. Qui ne dit mot consent, non plus. Et l'exception confirme la règle, non plus. C'est pas parce que je suis seule à penser quelque chose que j'ai tort. Donc, écoutez au moins tout le monde jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire qu'il a raison, mais au moins on l'écoute, en fait. Et puis, on peut utiliser l'avocat du diable. C'est-à-dire qu'il y en a un dans la réunion qui a du début, en fait, à ce rôle-là de mettre du poil à gratter et de dégommer les consensus qui se mettent en place. C'est-à-dire qu'il va défendre systématiquement un point de vue opposé à ce que dit le groupe, pour faire réfléchir le groupe, en fait. Et ça va stimuler le débat et enclencher la réflexion. Donc, ce biais il est très important, mais il y a quand même pas mal d'outils qui sont basés là-dessus, justement, pour le squeezer. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Ce n'est pas idiot du tout, en fait. Mais ne serait que, demander l'avis aux gens sur un post-it sans être influencé par les autres.
sinon c'est mort. Autre type de biais, c'est les biais de faux consensus, c'est-à-dire que nous allons surestimer le nombre de personnes qui partagent nos opinions. On pense que tout le monde pense comme nous. Et on a cette tendance naturelle à nous projeter sur les autres. Donc on va croire que nos opinions sont partagées par la majorité du groupe, et ce qui peut limiter en fait l'expression des gens un peu minoritaires. On est vraiment dans une illusion. On va en fait estimer notre comportement, enfin le comportement des autres par rapport au nôtre, en fait. Donc du coup, on pense qu'ils ont les mêmes opinions, les mêmes croyances, les mêmes valeurs, les mêmes habitudes que nous. Donc ça renforce le fait qu'on va avoir confiance dans nos croyances et dans le reste du groupe. Alors, deuxième truc très important, conformisme, tout ce qui va être autour de l'équité. On ne parle pas d'égalité là, je sais bien sur l'équité. Alors, ils ont fait des études, alors c'est en Suisse, hein, donc c'est avec de l'argent. Il y avait deux personnes, il y avait Colonel Moutarde et Mademoiselle Rose. Colonel Moutarde, il a 100 € dans les mains, en billets de 10. Hein, et on lui dit, répartis comme tu veux les 100 € entre toi et Mademoiselle Rose. Mademoiselle Rose, tu ne la connais pas, elle ne peut pas parler, elle ne peut rien faire et tu ne la reverras plus jamais. 50% des gens n'ont rien offert à l'autre participant, ce qui est quand même la décision la plus rationnelle. Je n'ai aucune raison de partager mon argent avec Mademoiselle Rose que je ne connais pas, hein, et pour aucune raison. Mais quand même, 25% des gens ont partagé la somme de manière équitable. 50-50. Et puis, ils ont recommencé la même chose, hein, Colonel Moutarde, Mademoiselle Rose. Colonel Moutarde, il a 100 € en billet de 10. Il doit répartir entre Mademoiselle Rose et lui, mais cette fois-ci, Mademoiselle Rose, elle peut refuser. Et si elle refuse, tout le monde perd l'argent. Et dans ce cas-là, dans 80% des cas, Mademoiselle Rose a préféré refuser si la somme était inférieure à 25 €. Et ce qui n'est pas rationnel du tout, parce qu'au moins, elle avait 25 €. Elle a préféré perdre 25 € et du coup faire perdre le colonel Moutarde parce que ce n'est pas équitable. Donc ça, c'est quelque chose vraiment de très très fort, l'équité. Tout ce qui va être justice, équité, réciprocité, ce sont vraiment des éléments qui soudent un groupe en fait. C'est pour ça que l'injustice, c'est si intolérable en général. Parce que l'injustice, c'est ce qui divise un groupe. Et comme on veut que le groupe reste soudé pour assurer la pérennité de l'espèce et notre survie, tout ce qui est équité, justice, réciprocité, c'est insupportable. Et c'est pareil chez les animaux. Donc, on va le voir sur des singes. Alors, il y a deux singes. La scientifique, elle leur demande de faire quelque chose. Donc, ils ont des boules à l'intérieur qu'ils vont lui rendre. Et en fonction de s'ils font bien le geste, elle leur donne une récompense. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'au singe de gauche, elle va donner un concombre. Et au singe de droite, elle va donner du raisin. Et on va voir leur réaction. Alors, j'avance un peu. Ça démarre. Hop, à peu près par là. Have to be right. The one on the left is the monkey who gets cucumber. The one on the right. Il faut couper le son même. Ouais. Donc il explique. Voilà. Donc il rend le truc, hein, il réussit l'exercice, elle lui donne du concombre. Voilà, il le mange. L'autre va réussir l'exercice. Voilà. Et là, elle lui donne du raisin. Et le premier l'a vu. On recommence l'exercice, il rend comme il faut, et elle lui redonne du concombre. Et là, il n'est pas content. Donc l'autre continue, il a toujours du raisin. Voilà. On recommence l'exercice avec le premier. Bon, il n'est pas très content, mais il va le faire. Allez, d'accord, je joue le jeu encore une fois, et j'ai du concombre. Et c'est insupportable pour lui. Donc même chez les animaux, même chez les animaux, c'est insupportable. Et c'est toujours le même principe, c'est que mon circuit de la récompense qui assure ma survie, qui me balance de la dopamine pour me dire c'est bien ce que tu fais, il est branché sur l'équité, la justice et la réciprocité. Je ne suis
pas trop parler de la réciprocité, mais réciprocité, c'est je fais un cadeau à quelqu'un qui me fait un cadeau, je rends service à quelqu'un qui me rend service. On a une espèce de dette sociale comme ça qui se met en place. Donc ça, c'est vraiment des éléments hyper importants. Et si on veut faire éclater un groupe, il n'y a rien de pire que de mettre de l'injustice, en fait. Ça va marcher à tous les coups. Donc, dans tout ce qu'on fait, il faut vraiment être toujours sensible à l'équité, la justice, la réciprocité. Hein, et surtout, expliquer pourquoi on fait ces choix-là, en fait. L'autre n'est pas obligé d'être d'accord, mais au moins qu'il comprenne les critères de choix. Autre biais, on a le biais de polarisation de groupe, c'est-à-dire que quand un groupe va discuter, il va avoir tendance à adopter les positions plus extrêmes que celles des individus. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on fait voter les individus. Il y a un choix entre 0 et 10. Et bien, si j'ai une majorité d'individus qui sont autour de 3, 4, on va avoir tendance à choisir l'option 2 ou 1, c'est-à-dire aller même au-delà de ce qu'ils auraient choisi tout seuls. C'est-à-dire que si le groupe il a tendance à être prudent, et bien on va être encore plus prudent. Enfin, si les individus ont tendance à être prudents, le groupe va être encore plus prudent. Et si les individus ont tendance à être à pas avoir peur, quoi, à y aller, à prendre des risques, et ben du fait d'être en groupe, on va aller encore plus loin. Donc ça, c'est hyper dangereux. Donc si vous demandez aux gens, par exemple, de choisir un niveau de risque entre 0 et 10, s'il y a une majorité de 6 et de 7, et ben vous n'écoutez même plus les options 8, 9, 10. On reste là-dessus. On ne va pas au-delà, en fait. On reste, voilà. Et s'il y a une majorité de 3 et 4, on n'ira jamais voir 2, 1 et 0. Parce que le fait d'aller en groupe va me donner plus d'assurance et je vais avoir tendance soit à prendre trop de risques, soit pas assez en prendre, en fait. Donc, restez bien sur le scope, en fait, des choix individuels et ne pas aller au-delà. Alors, je crois que c'est le dernier, oui. L'effet spectateur. Je vais vous lancer la vidéo pour vous expliquer de quoi ça parle. Par contre, là, il faut le son. Voilà. Cet après-midi à Lille, 2 jeunes Belges vont se livrer à une expérience étonnante. Jonathan Lambinet et Yves-Pascal Moukadi sont vidéastes amateurs. Ils ont donné rendez-vous à des comédiens bénévoles. Équipés de caméras cachées, ils devront simuler une tentative d'agression sexuelle dans le métro. Jonathan et Yves-Pascal filmeront les réactions des passagers. Toi, Adrienne, tu vas aller embêter Mélanie, de soulever sa robe ou d'essayer un peu de la toucher au visage. Donc il faut vraiment essayer d'attirer l'attention sur les actes que tu fais. Allez, on y va. En tout cas, bonne chance à vous. On y va? Oui. Nous sommes samedi. Dans cette rame de métro, une dizaine de voyageurs. Au premier plan, Jonathan filme avec son téléphone portable. On distingue la comédienne avec son blouson rouge. Sitôt quitté la station, le faux agresseur commence à harceler verbalement la jeune fille. Bonjour. T'as un copain? C'est moi, monsieur, s'il vous plaît. T'as un copain? C'est moi. T'as un copain? Le faux agresseur plaque la comédienne sur la vitre et lui fait des avances sexuelles plus explicites. Il y a quoi là-dessus? Hein? Là-dessous, il y a quoi? Laissez-moi, monsieur. Malgré les cris, aucune réaction des passagers. Aucun des hommes présents dans la rame ne se lève. Après 30 secondes de passivité, la seule à s'interposer est une jeune femme. Viens ici. T'as quel âge? Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Viens là. Viens là. Tu lui veux quoi? Viens là. La jeune femme tente de raisonner l'agresseur. Elle tente également de mobiliser les autres passagers du wagon. En vain. Viens là. Viens là. Descends là, putain, et vous faites rien. Mais aidez-moi à le descendre. Descends. Descends. Descends d'ici. Non. Laisse-la tranquille. Viens ici. Viens là. Au bout d'1 minute et demie, Jonathan et Yves-Pascal mettent fin à la simulation. Ouais. Bonjour, c'est une caméra cachée. Bonjour, c'est une caméra cachée. Pourquoi les autres passagers sont-ils restés passifs? En particulier cet homme au premier plan, un inspecteur des douanes en repos ce jour-là, mais qui est armé lorsqu'il est en service. Si on était avec mes collègues, on l'aurait arrêté. C'est une agression. Non, si j'avais une arme, je l'aurais fait arrêter. Si j'avais mon arme de service, je ne sais pas s'il est armé ou pas. C'est quand même malheureux, c'est une femme qui défend une autre femme, que tous les hommes regardent et personne n'intervient. Non, moi j'allais intervenir, mais j'attendais de voir jusqu'où ça peut aller.
Cet autre témoin, qui observait la dispute, affirme pourtant ne s'être rendu compte de rien. Vous avez vu ce qui se passait l'autre fois? Vous avez rien vu du tout? Vous n'étiez pas loin, franchement. Vous n'entendiez rien? Cette absence de réaction collective étonne la jeune femme qui est intervenue. J'ai appelé les gens, je leur ai demandé pourquoi ils ne réagissaient pas. J'ai demandé à ce qu'ils m'aident à sortir du métro quand c'était ouvert, en fait, pour le pousser et que ça se referme. Mais voilà, c'était fini comme ça. Et à ce moment-là, parce que les personnes en face, moi, je ne pouvais pas me regarder dans une glace, allez, c'est parti. Ce jour-là, Jonathan et Yves Pascal ont mis en scène une vingtaine d'agressions. À chaque fois, un seul passager s'est levé. À 2 reprises, personne n'a tenté de mettre fin à la menace. Nous nous sommes tous posé la question. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ce qu'on appelle l'effet spectateur. Ça veut dire que dans une situation de groupe, la responsabilité individuelle, elle est diluée. Parce que les membres peuvent attendre que quelqu'un d'autre prenne l'initiative. C'est parti en fait d'un cas américain. C'est-à-dire que le 13 mars 1964, une fille qui s'appelait Kitty a été violée et assassinée en pleine rue à New York, dans un quartier résidentiel du Queens. Selon l'article qui révéla l'affaire, bien que ces appels à l'aide aient capté l'attention d'une demi-douzaine, donc de 6 personnes, 6 voisins habitant les immeubles alentours, personne n'a tenté de la secourir, personne n'a appelé les secours. Et donc, les psychologues se sont mis là-dessus et ils ont fait une étude là-dessus. Plus on est nombreux et moins on va intervenir. Donc là, ils ont fait le cas, c'est une crise d'épilepsie dans la rue, dans un lieu public. Donc, si je suis tout seul avec la victime, dans 85% des cas, j'interviens. Si on est 2, ça tombe à 62%. Et s'il y a 4 personnes autour de moi, ça tombe à 31% en fait. Et donc, on est tous capables à un moment donné de rentrer dans ces statistiques-là. Ça n'a aucun... par contre, là, bon, c'était une femme qui intervenait, mais ça n'a aucun lien avec l'éducation, le genre, la culture, le pays, ou si j'ai une compétence médicale ou pas. Il n'y a aucune différence entre les sujets. Donc, plus le groupe va être nombreux et moins les gens vont s'investir. Donc, quand vous voulez en fin de groupe qu'ils s'engagent, c'est mieux à ce moment-là soit de faire un truc individuel, soit les mettre en petits groupes, du coup, et que chacun, du coup, pour qu'ils décident de ce qu'ils font. Sinon, vous aurez du mal à les faire bouger. C'est toutes les réunions, il n'y a qu'un faucon et puis on ne fait rien en fait. Des questions sur cette partie? Pas de questions, mais c'est quand même effrayant dans le sens où en fait, c'est vrai, on ne se rend pas vraiment compte de ces choses-là. Et on est tous capables de le faire à un moment donné, en fait. C'est-à-dire que la même personne, on est capable d'être exceptionnel et en même temps très, très nul. En même temps, en fait. On est la même personne. Il faut vraiment qu'on soit humble avec nous-mêmes. Il y a Caroline qui veut intervenir. Oui, Caroline? Oui, je le vois aussi en formation quand il y a des exercices de groupe. Plus le groupe est gros, plus il y a ce qu'on appelle ce que j'appelle les passagers clandestins. J'ai entendu cette expression un jour et je trouve ça génial. Mais en fait, effectivement, se prendre des responsabilités, se sentir investi dans le... Enfin, j'ai pu l'observer au-dessus de 4, voire même 3. Ça devient très très complexe de faire travailler en fait tout le monde, que tout le monde se sente investi dans le groupe. Ouais. On dit souvent que la taille idéale, c'est entre 5 et 7. Après, c'est trop en fait. Donc, n'hésitez pas à faire des sous-groupes. Ouais. Merci, Caroline. D'autres questions ou remarques? Alors, on va tester vos connaissances. On va voir si vous avez dormi ou pas jusqu'à présent. Vous avez 10 propositions, il y en a une de fausse. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va utiliser comment on appelle ça? Là, on peut faire soit les émoticônes, mais on peut faire le chat, oui. là. Oui, aussi. Ouais, ça va être long, le chat. Long, t'as qu'à dire qu'on est... Ou alors, vous levez juste la main, en fait. Vous dites, si c'est vrai, vous levez la main. Alors, le système 2 est lent et énergivore. Vrai ou faux? Ouais, c'est vrai. Être exclu du groupe, c'est la mort. Vrai. Je ne vois que ceux qui ont la caméra allumée, donc du coup. Les biais cognitifs sont des raccourcis mentaux permettant de réagir vite.
Vrai ou faux? Ouais, il n'y a pas d'enjeu, hein, donc n'hésitez pas. Marie-Laure, tu avais une question? Parce que j'ai vu que tu avais la main levée. Je Non? pense que c'était lever la main comme on fait là. D'accord, ça marche. Double possibilité autorisée. Autorisé. La douleur Merci. sociale est... La douleur sociale est aussi forte que la douleur physique. Plutôt vrai. Là, vous avez écouté. En tout cas, c'est quand la caméra, ils sont bien écoutés. Seul le système 1 est soumis au biais cognitif. C'est faux. Les deux. Alors, bien sûr, il est beaucoup plus soumis au biais cognitif que le système 2, hein, mais les deux peuvent être soumis aussi. Donc, du coup, après juste, la juste cimente le groupe, c'est vrai. Plus on est nombreux, moins je me sens responsable, c'est ce qu'on vient de voir. Dès qu'on est entre nous, le processus de discussion amplifie les opinions extrêmes et les solutions radicales. Quand je vous disais qu'on va au-delà de ce qu'on pense individuellement, le groupe amplifie en fait. Les individus croient souvent que leurs opinions sont partagées par l'ensemble du groupe. Et on a vraiment cette tendance à projeter sur les autres. Donc on l'a fait vite et court, mais voilà les biais cognitifs liés au groupe. Oui, Carole? J'avais une question, juste, tu es passé un peu vite sur. Alors, attends, excuse-moi. Oui, la douleur sociale est aussi forte que la douleur physique. Donc, on a vu qu'elle activait la même partie du cerveau, oui. Et aussi en termes d'intensité. Alors, ça dépend des gens, parce qu'on n'est pas tous pareils, hein, ni par rapport à la douleur physique, ni par rapport à la douleur sociale. Donc, je ne pense pas. Mais j'avoue que je ne me suis jamais posé la question. Parce que, en fait, juste ce qu'on voit dans les neurosciences à l'IRM, c'est la zone qui s'allume, en fait. Il n'y a pas d'intensité, en fait. Et oui, il n'y a que la personne qui peut le dire. Et là, du coup, c'est très subjectif. Il faut bien penser que les neurosciences, soit on a EEG, c'est-à-dire, vous savez, c'est ces espèces de filets qu'on a sur la tête où on capte l'activité électrique du cerveau, soit c'est un IRM où on a les belles photos en couleur, où là, on voit des afflux de sang dans certaines régions, en fait, c'est ça qu'on voit, et on considère que s'il y a afflux de sang, c'est énergie, donc c'est que les neurones sont actifs. En fait, dans le cerveau, il ne se passe que de l'électricité et de la biochimie, en fait. Donc, on voit des choses et on applique des modèles dessus et qui viennent souvent de la psychologie et de la sociologie. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et surtout, quand on est dans l'IRM, pour ceux qui en ont déjà vécu, c'est bruyant, je suis enfermée, je ne peux pas bouger. On n'est pas dans la vraie vie, en fait. C'est-à-dire que, et en plus, les principales études jusqu'à présent, c'est les Américains qui les font et c'est les universités. Donc, c'est fait sur des étudiants, qui n'est pas non plus l'ensemble de la population. Et on a très peu d'études qui viennent de Chine, d'Afrique, d'Amérique du Sud. Donc, il y a peut-être un côté culturel aussi, des fois, qui peut se passer. Il faut être prudent. Pour l'instant, on ne se balade pas avec l'IRM sur la tête, donc ça reste que des trucs en laboratoire. Et je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça. Oui, la question, c'était... Oui, donc l'intensité, je pense qu'on ne la voit pas, en fait. Ok, merci. Je pense qu'il faut demander à la personne, et là, c'est tellement subjectif que... En tout cas, ça s'allume dans le cerveau au même endroit. Et le paracétamol fait le même effet. Parce que le paracétamol, il ne va pas chercher votre main cassée, il va anesthésier la zone dans le cerveau, en fait. C'est ce que font les anti-inflammatoires, en fait. D'autres questions? Alors, on va passer à la deuxième partie. Là, on a vu les biais cognitifs dans le groupe. Alors, voilà. Et là, on va regarder le positionnement grégaire. Alors, le positionnement grégaire, c'est beaucoup moins documenté et beaucoup moins consensuel que ce qu'on vient de voir. Ce qu'on vient de voir, personne ne le remet en cause. Mais l'ANC, l'approche neurocognitive et comportementale, elle parle de ça et je trouve ça assez intéressant, en fait. Donc, ce que dit l'approche, donc ça je vous l'ai dit tout à l'heure, l'approche neurocognitive et comportementale, elle dit que mon cerveau, il est à peu près, on va dire, 4 parties. On pourrait dire que la gouvernance adaptative à gauche, c'est le système 2, et que le système 1, de l'autre côté à droite, il est composé de 3 gouvernances, on va dire. La gouvernance émotionnelle, c'est ma bibliothèque de tout ce que j'ai appris, tous mes automatismes, etc. La gouvernance instinctive, comme des fois on appelle le reptilien, c'est ce qui assure ma survie, c'est ce qui va faire que je stresse et que je me mets à courir si je vois un serpent. Et eux, ils rajoutent donc ce qu'on appelle une gouvernance grégaire qui va assurer la pérennité de l'espèce.
Cette gouvernance grégaire, pour eux, elle a été mise au point, donc son objectif, c'est la survie de l'espèce, et elle aurait été mise au point dans tous les troupeaux de mammifères, en fait. Tous les troupeaux de mammifères, hein, comme les loups, les chevaux, et puis nous, hein, tous ceux qui vivent en groupe dans les mammifères, et notamment les mammifères archaïques, ont mis ça en place. C'est-à-dire qu'on a mis en place un positionnement social, quelque part. C'est-à-dire que pour éviter que le groupe se divise, parte en vrille, pour éviter les rapports de force, on a mis en place un système basé sur le rapport de force. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie naturelle entre les individus, justement pour éviter le rapport de force. C'est vraiment chacun à sa place. Cette gouvernance, elle est basée sur ce qu'on appelle la douleur sociale. Parce que bien sûr, elle va se manifester dans nos relations aux autres. Et donc, la douleur sociale, toujours hein, la peur d'être exclu du groupe, hein, la peur de mal faire quelque chose, hein, la peur de ne pas être à ma place, en fait. Hein. Ça va aller sur des rituels, c'est-à-dire que selon les espèces, eh ben, on va avoir des positionnements hein, je suis dominant, je suis soumis, hein, on va retrouver ce genre de choses. Et puis, on est vraiment dans des comportements irrationnels. Donc, ce que dit l'ANC, hein, attention, c'est qu'on n'est pas tout le temps dans notre positionnement de grégaire, mais c'est que quand on va avoir la sensation qu'il y a un rapport de force, on va avoir une tendance naturelle à rentrer dans cette gouvernance-là. Elle va avoir un impact énorme sur ma confiance en moi et ma confiance dans le groupe. On va être dans, mais de manière irrationnelle. Hein. On n'est vraiment pas du tout dans quelque chose de réfléchi, on est vraiment dans une gouvernance très instinctive, hein, comme chez les animaux. On pourrait dire qu'elle démarre à peu près quand on est sociabilisé, hein, c'est-à-dire quand on rentre à l'école et on voit bien que dans les cours de récréation, on a des comportements de la loi du plus fort. Hein. C'est mon jouet, c'est mon vélo, c'est à moi, j'ai des droits en fait. Hein. Donc, elle démarre à peu près quand on est sociabilisé, elle se stabilise à peu près vers 12 ans. Hein. On est vraiment dans les comportements d'adolescent, hein. Il cherche sa place dans le groupe. Hein. Et à partir de là, elle reste à peu près au niveau où elle s'est à peu près stabilisée adolescent. Donc, comme chez les loups, on va avoir un positionnement. Alors, moi, j'aime bien les loups parce que donc il y a le couple alpha, c'est pas le mâle alpha exceptionnellement. Chez les loups, il y a un couple de dominants de la meute. Les omégas, c'est les loups solitaires. C'est-à-dire que c'est ceux qui sont un petit peu à l'égard de la troupe, du troupeau, du coup, qui vont un peu subir l'agressivité du troupeau et qui servent un peu de bouc émissaire, parce que ça aussi, ça cimente fortement un groupe, hein, le bouc émissaire. Et puis, le troupeau, il le garde parce que, en fait, comme il est un peu à l'extérieur du groupe, il voit arriver les dangers en premier, en fait. C'est quand même très utile. Les bêtas, on va dire, c'est ceux qui vont désamorcer les tensions et qui vont permettre l'équilibre du groupe. Et les gamins, c'est les soumis, c'est-à-dire ceux qui vont faire les tâches pas très valorisantes du groupe. On va rentrer un peu plus dans le détail. Mais ça marche comme chez les animaux. Donc, on a deux axes. On a un axe vertical qui va aller de dominant à soumis. Donc, c'est la hiérarchie du groupe. Hein, on va être dans la confiance en soi. Cet axe, il est destiné donc à limiter les conflits à l'intérieur du groupe et d'une même espèce. Et c'est lui qui va déterminer l'accès aux privilèges. C'est-à-dire que les dominants, ils ont accès en premier à la nourriture, éventuellement aux femelles pour la reproduction, etc., etc. Le soumis, il ne fait pas ça par peur. Enfin, il y a un peu de peur sociale, mais il fait ça parce qu'il sait que le dominant, en cas de problème, c'est lui qui va défendre la troupe. Hein. Donc le soumis, il n'est pas triste de faire ça. Lui, par contre, il va faire les tâches, justement. Il peut aller chasser pour amener la nourriture au lion. Le lion, il ne bouge pas beaucoup, hein, en général, dans la savane. Donc le dominant, il a des droits. Si on veut le mémoriser en premier, il a des droits, il a un sentiment de supériorité. Il mange avec les autres, quoi. J'ai des droits par rapport aux autres. Et le soumis, il a des devoirs. Il obtempère, comme dans le diable s'habille en Prada, à toutes les demandes de sa patronne. Et puis, on a un axe horizontal qui va gérer un peu mon positionnement dans le groupe sur j'ai confiance ou j'ai pas confiance dans les autres. Donc, la marginalité, c'est je me méfie de tout le monde.
Et l'intégration, c'est plutôt, j'ai confiance dans tout le monde. Donc, les gens qui sont plutôt dans l'intégration, c'est des gens qui vont mettre de l'huile dans le groupe pour que tout se passe bien. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail, si on est très dominant, c'est-à-dire que j'ai des droits sur tout le monde et que je suis, donc je suis supérieur, j'ai des droits, j'ai une peur irrationnelle de l'infériorité, j'ai peur de ne plus être craint. Et si en même temps je suis très marginal, c'est-à-dire que je me méfie a priori, je mets une distance sociale entre moi et les autres et j'aime pas le contact, je vais avoir un comportement un peu de dictateur. On mettrait un certain Vladimir P. là, c'est typiquement son comportement. Il a des droits sur les autres, il se méfie de tout le monde et il est dans le rapport de force en permanence. Si je suis très dominant, j'ai des droits, mais que je suis très intégré, c'est-à-dire que je suis plutôt dans le groupe, je suis plutôt à ce que tout se passe bien et j'ai besoin du groupe, du coup, je vais être plutôt gourou dans mon comportement. Alors, chose extrême, pour bien comprendre. Si je suis soumis, j'ai des devoirs. Donc, j'ai plutôt un sentiment d'infériorité. J'ai peur de prendre trop de place dans le groupe et que je suis très marginal, que je me méfie de tout le monde, je vais avoir un comportement plutôt d'ermite. Et si je suis très soumis, j'ai des devoirs et je suis très dans le groupe, je suis très intégré, enfin, je vais dire un peu Jeanne d'Arc, en sachant que, attention, je peux être soumis et faire des choses exceptionnelles, mais Jeanne d'Arc, pourquoi elle fait les choses? Elle fait les choses pour le roi de France. Elle a des devoirs envers le roi de France. Et du coup, elle va à la guerre. Donc, le Moyen-Âge, par exemple, c'est typiquement un fonctionnement grégaire. Il y a des seigneurs et des serfs. Les seigneurs entre eux, soit ils s'empoisonnent, soit ils font des joutes pour voir qui est le plus dominant. On pourrait dire que l'homme des cavernes, il serait plutôt dans le reptilien, dans la survie individuelle, vu son environnement. Aujourd'hui, on pourrait dire que nous, on est un peu sortis de là, parce que plus c'est codé, plus il y a des lois, plus il y a des procédures, plus il y a des valeurs, plus il y a des règles, et moins il y a de grégaire. Donc on pense que l'ANC pense que c'est une gouvernance qui a tendance à diminuer, à être moins utilisée quelque part, parce qu'on en a moins besoin. Mais si on commence à sortir du droit, et on le voit au niveau géopolitique aujourd'hui, si le droit international n'a plus de valeur, eh ben on repart dans la loi du plus fort. Et on repart dans ce genre de comportement. Donc, mes deux axes, ils ont plusieurs niveaux. On est plus ou moins dominant, plus ou moins soumis, plus ou moins marginal, plus ou moins intégré. Ça veut dire qu'à l'adolescence, quelque part, on s'est positionné à peu près sur ce schéma. Et s'il y a un rapport de force, eh ben, mon positionnement grégaire va ressortir. Alors, il faut bien penser que ceux qui sont à 4 ou 5, ils sont en hôpital psychiatrique ou ils sont en prison. Les statistiques donnent, comme chez les animaux, 20% de dominants, 80% de soumis. Il ne faut pas qu'il y ait trop de dominants parce que sinon ils vont se bouffer un peu entre eux, Et aujourd'hui, dans nos façons de vivre en Europe, on est à peu près 80% entre plus ou moins 1. Ce qui est normal puisqu'on a des lois, des règles, etc., des valeurs. Donc, on a un tout petit positionnement grégaire qui, du coup, ne pose pas de problème. Et si vous faites le calcul, ça veut dire que les dominants, parce que c'est eux qui nous posent problème, les dominants, parce que le marginal, il n'est pas là. L'intégré, il veut que tout se passe bien. Le soumis, il dit oui à tout ce que je demande. Donc, c'est vraiment des gens qui ne me posent pas de problème. Le dominant peut poser problème. Et si je fais calcul que les plus pénibles des dominants, c'est 20% des 20% du haut, et ben, il n'y en a que 4% en fait. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, il n'y a que 4% de dominants qui peuvent me poser problème. Comment on reconnaît un dominant? Donc, le dominant, il va me flatter, il va essayer de me séduire. C'est des gens qui sont comédiens, ils vont attirer l'attention, c'est des charmeurs. Ils vont aussi savoir très bien faire la fausse victime. Ils vont s'apitoyer sur leur sort, ils vont essayer de nous culpabiliser. Éventuellement, comme autre stratégie, ils peuvent nous ridiculiser, notamment en essayant de nous déstabiliser psychologiquement, socialement, principalement en public, c'est mieux, mais ils vont se moquer des plus faibles. Le dominant ne s'attaque pas à un autre dominant, ce n'est pas un courageux, il s'attaque à des soumis. Et il peut essayer de nous intimider, ça peut aller même sur des menaces. Donc le dominant, c'est tous les coups sont permis, et j'ai plus de droits, et j'ai le droit de déroger aux règles, moi. Donc les dominants, on les reconnaît aussi physiquement, puisqu'ils vont être plutôt des gens qui sont assurés, une voix forte, ils vont se faire remarquer, et ils vont être plutôt à avoir les épaules en arrière pour garder un peu de haut. On peut le voir comme ça derrière.
Comment je reconnais un dominant moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est qu'en fait, quand vous avez compris ce qu'il fait, c'est-à-dire que s'il vous flatte et que vous avez compris qu'il vous flattait et que vous rentrez plus dans son jeu, en fait, il va changer de stratégie. Et donc, on va tourner comme ça entre un coup je te flatte, un coup je te culpabilise, un coup je te ridiculise, un coup je t'intimide. Ça se rapproche beaucoup quand les femmes parlent des violences conjugales, où elles disent ok, il m'a mis une branlée la veille, mais le lendemain, il m'a apporté des fleurs. Et puis, je sais qui m'aime. On est un peu dans ces mécanismes-là. Alors, il faut faire attention, c'est qu'on peut avoir des attributs de dominant sans être dominant. C'est-à-dire qu'on peut avoir mis en place des tactiques parce qu'on s'est rendu compte que si j'essayais d'intimider les autres, ça marchait en fait. Par exemple, moi, je sais que j'envoie vite le message viens pas m'énerver, tu vas en prendre une. J'ai tendance à l'utiliser. Donc, il faut faire attention, c'est qu'on peut voir des dominants partout. Il n'y en a que 4% qui nous posent problème. Et sur ces 4%, il y en a beaucoup qui sont en prison, en hôpital psychiatrique. Le problème, c'est quand ils sont un peu à la tête des États, là, aujourd'hui, ça peut poser problème. Le Axel, soumis, lui, oui, pardon. non, juste Axel, je sais que tu as un regard sur l'heure, il est 12h05. Oui, ouais, ça marche. C'est bon, on est bien. Le soumis, lui, il a une crainte irrationnelle de prendre trop de place, il a peur de faire mal. C'est vraiment, je m'excuse si on me marche sur le pied. On est vraiment dans une culpabilité irrationnelle. Hein, on s'excuse tout le temps, en fait. Du coup, il va avoir un sens exagéré du devoir, hein, c'est je dois faire les choses. Hein. Va se sentir donc du coup illégitime ou indigne, on est très proche du syndrome de l'imposteur. Et bien sûr, il a peur de mal faire. Donc, je suis nul, à quoi bon? Hein, on est un peu là-dedans. Hein. Donc, des gens qui vont être plutôt, cette fois-ci, avoir le dos plutôt voûté, les épaules tombantes, le regard plongeant, voire évitant. On est sur une voie un peu plus hésitante. On est sur des gens discrets, en fait. Hein. Mais ils ne sont pas malheureux. Hein. Ils savent que c'est comme ça, c'est la loi du plus fort. Et ils savent que le dominant, quelque part, il va les protéger s'il y a un problème. Donc, ils vont, entre guillemets, un peu se laisser faire. L'intégré, lui, donc tout va bien. C'est souvent des gens souriants dans les groupes, hein, qui aiment le contact, du coup, hein, qui vont faire que tout se passe bien dans le groupe. Moi, je prends un exemple parce que moi, je suis un petit peu intégrée quand même. Si j'arrive dans un groupe, même si je ne connais personne, et que je vois quelqu'un isolé, ben, j'ai tendance naturellement à lui parler dans l'idée de le ramener dans le groupe. Je ne m'intéresse pas à la personne, en fait. Hein, je m'en fous, en fait, de qui c'est. Mais quelque part, j'ai cet instinct de le ramener dans le groupe, en fait. Alors, du coup, c'est des gens qui pensent que ils vous comprennent, hein, ils lisent dans vos pensées. Hein. Moi, j'avais eu une collègue comme ça, elle me disait j'ai compris les peurs irrationnelles de machin. Je dis déjà, peur irrationnelle, il y a un truc qui ne va pas. Mais du coup, ça peut être des gens qui peuvent être un peu intrusifs. Hein. Donc, ils vont apprécier les rassemblements, ils vont se manifester, vont faire du bruit au sein des groupes, ils vont chercher à unifier l'assemblée, en fait. Du coup, ils vont appuyer sur nos valeurs. Ils peuvent nous faire du chantage affectif un peu. Hein. Alors, beaucoup moins que le dominant, qui lui est très fort là-dessus. Hein. Mais ils ne s'intéressent pas aux individus. C'est le groupe qui compte. Hein. Vraiment. Pour que le groupe, que le système marche, il faut créer du lien. C'est ça qui les intéresse. Et c'est des gens qui ne demandent pas d'aide. Hein. Tout va bien. Il n'y a jamais de problème. Et puis, le marginal, alors lui, il va vous regarder un peu par-dessus l'épaule. Hein. Il vous regarde de loin, donc plutôt méfiant. Par rapport au groupe, il va peu sourire, hein, du coup. Hein. Donc, il n'aime pas le contact physique. Hein. Il pense qu'il est exclu, mais on pourrait dire qu'il s'exclut un petit peu lui-même. Hein. Et surtout, il déteste l'esprit moutonnier. Hein. Lui, il n'est pas comme les autres. Hein. Donc, j'aime pas le contact, j'aime pas les rassemblements. Je suis insensible à peu près aux gens. J'éprouve des difficultés dans les relations avec les gens. Et lui, par contre, le dominant, il n'a aucune prise sur lui. Hein. Donc, Axel, oui. Est-ce que le marginal peut être un saboteur? Se saboter un travail de groupe, un groupe de travail? Alors, j'en sais rien, mais j'ai envie de dire non. Je pense que celui qui peut saboter, c'est le dominant, en fait. Parce que sa place n'est pas assurée, parce qu'il veut rester premier du groupe. Alors, je ne l'ai pas dit, mais sur les dominants, il faut bien penser que ce n'est pas parce que j'ai un statut hiérarchique que je suis dominant. Hein. Le dominant, ça peut être n'importe qui dans un groupe. Hein. Et s'il n'a pas de statut hiérarchique, c'est celui qui glande rien, en fait. Hein, qui va refiler le boulot aux autres. Donc, ça n'a rien à voir avec les organisations qui, normalement, si j'ai un statut hiérarchique, c'est que je le mérite. Je dit normalement, hein, mais
Là, on est vraiment dans de l'irrationnel. Donc, je ne pense pas qu'il sabote, mais j'avoue que j'en sais rien. Alors, ça c'est pour vous réveiller un petit peu. Je l'ai fait vite, mais on va le revoir ensemble. Hein. Alors, je vais vous Carole faire avait des levé la propos. main. Axel, pardon, je l'ai Oui. Ça peut tapé. attendre, ça peut attendre. Non, non, mais vas-y. Non, mais c'est dans ce que tu décrivais là sur les types et les rôles, je me demandais si c'était quelque chose qui était toujours associé aux individus ou est-ce que c'est pas aussi associé aux situations. Je m'explique, une même personne peut se retrouver en situation de domination dans telle situation et en situation de soumission dans une autre. Est-ce que c'est imbriqué comme ça? Alors, tu as raison, c'est la situation. C'est-à-dire que si j'ai la sensation qu'il y a un rapport de force, mon positionnement grégaire va ressortir. Ok. Ça veut dire que je ne l'ai pas toute la journée. Hein. Voire, ça ne se voit jamais. Néanmoins, logiquement, si je suis dominant, j'ai tendance à rester dominant. Mais il peut arriver que j'arrive dans un groupe, parce que normalement, ça marche dans des troupeaux de mammifères, et les troupeaux de mammifères, ils ne changent pas, en fait. Je suis toujours dans le même groupe. Oui. Nous, les humains, on change de groupe. Oui. Donc, je peux me retrouver, même en ayant une tendance dominante, à me retrouver dans un groupe où il y a des plus dominants que moi. Donc, en fait, ça va baisser ma domination. Oui. Mais le problème qui va se poser, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est comme un élastique. Je vais baisser ma dominance. Mais quand je vais retourner dans mon autre groupe où j'étais dominant je vais l'être encore plus. Donc, alors, excusez-moi, messieurs, mais c'est l'exemple que je prends. C'est typiquement le dominant qui se fait humilier au bureau et qui va tabasser sa femme le soir. C'est exactement à ça que je pensais. C'est exactement ça. Alors, je sais qu'il y a des femmes qui peuvent tabasser les hommes aussi. Mais ça marche comme ça, en fait. Mais il faut que j'ai la sensation qu'il y a un rapport de force. Donc, c'est vraiment la situation et surtout ma perception de la situation, en fait. Quand Poutine, en 2000, il dit l'OTAN est dangereux, je me sens encerclé, nous, les Européens, on rigolait parce qu'en fait, de notre point de vue, c'est pas vrai. Mais je pense que lui, il le voyait vraiment comme ça, en fait. Et du coup, il y a un rapport de force. Ce que je vous propose, donc je vais vous donner des petites phrases ou des mots. Si vous pensez que ce que je vous dis, c'est plutôt le dominant, vous faites comme ça. Donc, vous avez les annotations, je ne sais pas comment ça s'appelle, les réactions. Si vous pensez que c'est soumis, vous pouvez faire comme ça. Intégration, c'est la fête. Et le marginal, je ne suis pas content. Donc, soit vous les affichez, soit vous faites les gestes comme vous voulez. Alors, si je vous dis comédien, attire l'attention, charmeur. Ouais. Dominant. Se croit extra-lucide, croit tout saisir de l'autre. Marginalité. Ah, c'est plutôt intégration. On va faire c'est la fête comme ça. Le marginal, lui, l'autre ne l'intéresse pas. Et il est mauvais dans les relations. Donc là, c'est plutôt l'intégré qui est bon dans les relations. Fait preuve de méfiance a priori. Donc oui, là, on est bien dans la marginalité. Tous les coups sont permis. Ouais, Mathilde en a mis plein, du coup. Super. Il entretient une distance physique avec l'autre. Ouais, parfait. Il est mu par la culpabilité et la peur de faire du tort à l'autre. La soumission, c'est la soumission en fait. Ouais. C'est vraiment ce côté culpabilité. L'intégré, il culpabilise pas en fait. Hein. C'est vraiment le bout en train qui fait que tout va bien. J'ai ripé sur les icônes, pardon. C'est pas grave. Il n'y a pas d'enjeu, hein, c'est juste pour vous faire remémorer les trucs. Plus on lui dit de se méfier, plus il fait confiance. C'est l'intégré. On est bien là-dedans. Il évite les rassemblements. Marginalité. Il se moque des plus faibles. Bravo, domination. Il s'excuse si on lui marche sur le pied. «
Bravo, ouais, soumission. Il dit non aux demandes qui lui sont adressées. Alors là, j'ai un piège. Il y en a deux, en fait. Qui dit non à ce qu'on lui demande? Le dominant, parce que ce n'est pas lui de le faire, et le marginal. Eh bien, bravo, bien joué. Alors, maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Quand je suis face à quelqu'un qui est dans un positionnement grégaire, là, ça marche pour tous les positionnements grégaires, mais on va quand même zoomer sur le dominant parce que c'est lui qui me pose problème. Donc, c'est vraiment de se dire, quelque part, il ne le fait pas exprès. Des fois, ça peut être un peu compliqué dans notre tête. Il n'y a pas de jugement, on est vraiment sur de l'irrationnel. Il ne faut ni l'approuver ni le contredire. Et il faut revenir aux faits. C'est vraiment le truc, le cadre, les règles, les faits. On va rentrer un peu plus dans le détail. Donc, surtout pas rentrer nous-mêmes dans notre positionnement grégaire, c'est-à-dire qu'un dominant, il ne faut pas essayer de le dominer. Il faut rester plutôt, on va le dire, plutôt neutre. Il ne faut pas être impressionné, il ne faut pas montrer ses émotions. Et il ne faut pas essayer de le convaincre. On est vraiment dans de l'irrationalité complète pour lui. Donc, il faut vraiment rester zen, le plus neutre possible, le plus poker face en fait possible. Donc, essayez de vous détendre, ce qui n'est pas facile souvent, mais vraiment être détaché par rapport à lui. Le dominant, quand il nous pose problème, il faut le voir en tête à tête. Ne jamais humilier un dominant en public, il vous le fera payer très très cher après. Donc, c'est vraiment essayer de le choper en tête à tête et de lui dire il y a un truc qui ne m'a pas plu dans la réunion, la prochaine fois que ça se passe, on fait comment? J'aimerais bien qu'on parle de ce qui s'est passé tout à l'heure. Moi, j'ai eu le cas en réunion où la fille, vraiment, je sentais, en fait, tout ce que je disais, c'était nul. Elle m'agressait, elle m'attaquait systématiquement et en plus, pas forcément sur le sujet, du coup. Et ce qui m'a permis de stopper, de lui dire, bon, ok, j'entends ce que tu me dis. Maintenant, ça ne concerne pas les autres membres du groupe. Ce que je te propose, c'est qu'on se voit après toutes les deux. Pour qu'elle arrête et qu'elle ne pourrisse pas le groupe, en fait. Alors ça, c'est une tactique. Après, ça ne marche pas toujours à tous les coups, mais ne rentrez pas dans son jeu. Donc, il faut avoir plutôt, nous, un discours et une attitude qui n'offre pas de prise, en fait. Il faut être le plus lisse possible. Donc, il faut être ferme, simple, répétitif s'il le faut, et pas rentrer dans ces digressions. Il va essayer de nous emmener ailleurs à chaque fois. Donc, quitte à revenir au sujet et à le répéter. On l'a dit, ne pas l'humilier et ne pas discuter. Voilà. S'il n'y a qu'un truc à retenir, c'est ça. Donc, le dominant, il faut le voir sur un terrain neutre. Et pas dans son bureau à soi. Parce que souvent, on dit, quand on veut parler aux gens, il faut les prendre dans notre bureau parce qu'on est sur notre territoire. Le problème, c'est que si vous êtes dans votre bureau, vous ne pouvez pas en sortir, en fait. Donc, on peut être piégé. Donc, le mieux, c'est de le voir sur un terrain neutre. 2, c'est de se dire, et c'est compliqué, il ne le fait pas exprès. Il a senti un rapport de force, il ne le fait pas exprès. 3, la règle d'or, c'est les faits, les faits, les faits. Ne surtout pas se justifier, parce que ça, c'est une tendance qu'on a naturellement. Et dès que c'est possible, en fait, c'est fuir. Et en fait, si je peux fuir du début, il faut fuir du début, en fait. Mais dans le boulot, ce n'est pas forcément simple dans une réunion non plus. Donc, on est dans une équipe, il faut bosser un samedi sur 4. Et lui, il arrive et tu lui dis, Jacques, je ne sais pas Jacques, je crois, c'est à toi de bosser samedi. Non, c'est pas à moi, c'est toujours moi, blabla. Et là, on reprend le calendrier. La règle, c'est un samedi sur 4, je prends le planning, tu n'as pas bossé depuis 4 samedis, c'est à toi de venir. Oui, mais j'ai un barbecue, machin. Non, la règle, c'est un samedi sur 4, le planning dit que tu n'es pas venu depuis 4 samedis, c'est 4 samedis. C'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Il faut répéter le truc, la règle, la règle, la règle, la règle, la règle. Il n'y a que comme ça qu'on peut s'en sortir, en fait. Et je ne me justifie pas, c'est la règle. Point. Pourquoi fuir, pardon? Parce que il va recommencer. Ok. Il veut être dominant. Donc, s'il n'arrive pas à vous dominer, ça va l'énerver. Il va réessayer, en fait. Ou alors, il va chercher un plus soumis que lui. C'est-à-dire que si vous montrez trop de dominance, il va chercher à appliquer sa dominance sur quelqu'un d'autre. Ok, on est un peu sur les profils pervers narcissiques et ce genre de choses. Ouais, je pense un peu, ouais. D'accord. Ouais, je pense un peu. Mais je ne connais pas bien le sujet, mais je pense un peu. Souvent, les gens me disent. Ça fait penser aux mêmes règles à respecter pour. Ouais.
C'est une personne sur qui on n'aura jamais prise de toute manière. Donc. Non. Qu'on n'aura jamais prise quand elle est dans son positionnement de... Il faut vraiment voir Oui, ça tout à comme on est dans la tête de la petite fille dans vice-versa. Il y a des personnages, il y a un joystick, et par moment, selon la perception de la situation, eh ben, je prends la main. Et peut-être que je ne serai plus jamais dans ce positionnement de ma vie, en fait. C'est dès qu'il y a un rapport de force. Moi, souvent, je me pose la question, c'est de quoi il a peur, en fait. Il a forcément peur de quelque chose. Ouais. Et est-ce que ça vaut le coup d'essayer de rassurer? Non, il s'en fout. Non, il est dominant. Il a des droits. Oui, c'est ça. Faut fuir. Bah, si Donc on peut sa peur, fuir, mais au boulot, c'est compliqué de fuir. Ouais, mais sa peur, c'est de perdre sa place, hein, en général. C'est ça. Ouais. Donc, quelque part, c'est une bataille permanente, en fait. Parce que si vous, pour lui, vous êtes un rapport de force, eh ben, contre vous, il va continuer, en fait. Tant qu'ils vous identifient comme un rapport de force. Si on peut, ça vaut le coup de montrer que nous, on n'est pas dans ce jeu-là, quoi. On n'est pas contre lui. Mais bon, c'est compliqué, hein, parce que logiquement, on est tous un petit peu dans la grille, hein, mais on est faible. Ceux qui sont dominants, ils sont faiblement dominants, quoi. Il n'y a pas vraiment besoin. Ceux qui le sont beaucoup, limite, c'est ingérable à bout d'un moment. Moi, souvent, j'utilise un truc, c'est que... je vais l'enlever, ça, je vous verrai mieux. C'est que souvent, le dominant dans un groupe, quand je suis en formation, en animation, c'est celui qui va toujours m'interrompre, me poser toujours des questions chiantes. Et moi, j'en avais une classique. Hein, on me disait, il y en a marre des post-it. Je sais qu'il y en a qui connaissent. Hein. Et donc, moi, ça m'énerve, je sens le truc monter, et je fais comme si je n'entendais pas, en fait. Et le mec, il n'arrête pas, quoi. Il y en a marre des post-it, machin. Moi, des fois, il m'avait tellement énervé que j'arrivais à des réunions sans rien, et du coup, on me disait, oh, on ne fait rien aujourd'hui. Bon, bref. Et du coup, j'ai appris le truc. Donc, il y en a marre des post-it. Donc, la technique, c'est je respire. Alors, c'est pas, je ne montre pas que je respire. Hein, et je prends mon temps parce que je suis stressée là, du coup. Hein, donc, je prends le temps. 2, je te remercie de ta question et de ta remarque. 3, j'explique pourquoi j'utilise les post-it avec des faits. Moi, j'utilise les post-it parce que, comme on l'a vu, il y a un biais de conformisme. Donc, il faut utiliser un système qui permet aux gens de réfléchir sans être influencés. Et puis, les post-it, c'est pratique, on peut les déplacer. Voilà, vous mettez le rationnel. Pourquoi? Et 4, vous lui faites une contre-question. Maintenant, si tu as quelque chose de mieux à me proposer, je t'écoute. Et là, je m'assois et je croise les bras et j'attends. S'il a un truc intelligent, tant mieux. Et la plupart du temps, non. Et là, vous pouvez aussi utiliser le groupe et faire un truc. Si quelqu'un d'autre a quelque chose à proposer, je vous écoute. Logiquement, il ne te le refait pas 2 fois. Alors, il peut te le refaire plus tard en disant, il y en a marre des gommettes. Et vous voyez, c'est ces questions chiantes on sait que ce n'est pas constructif, en fait. Ça marche très, très bien. Donc, 1, je respire. Prends mon temps, en fait. Hein. Quitte, vous vous déplacez dans la salle, vous vous asseyez. 2, je te remercie de ta remarque ou de ta question. 3, voilà pourquoi j'utilise ça. Les faits. Le rationnel. 4, tu as quelque chose à me proposer, je t'écoute. Et là, vous attendez. Ça marche hyper bien. Moi, c'est le truc magique que j'utilise. Hein. Et le gars, moi, dans ma boîte où j'étais salarié, quand j'étais DRH, il ne me l'a pas dit 2 fois, il y en a marre des post-it. Hein. Et je me rappelle quand je l'ai utilisé, en fait, le gars à côté de moi, il m'a regardé, il m'a dit, tu as fait une formation il n'y a pas longtemps. Je lui ai dit, ouais. Je l'ai utilisé. Donc, il faut trouver cette tactique-là. Mais vraiment,